Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On se retrouve alors que les playoffs battent leur plein et une première semaine assez agréable, je pense, en tout cas c'est mon sentiment personnel. Mais aujourd'hui on va parler de deux équipes en particulier qui ont un peu de mal et on va surtout parler des Nets. Et bizarrement, c'était le représentant à la fois des Nets et du Jazz, la deuxième équipe dont on va parler aujourd'hui, dans notre épisode présidentiel. Pourtant, il a pris son courage à deux mains. Le voilà de retour. C'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben ça va, et ça va être l'occasion pour les dunks et bien de se rendre compte de toute l'hypocrisie que la politique peut permettre de faire. Et vous aurez ma vraie opinion sur ces deux équipes. Ouais, tu ne croyais pas en tout ce que tu as dit il y a quelques jours, c'est ça, Madiane? Ah non. Très bien. Et pour compléter l'équipe, il ne veut pas assumer son statut de favori, mais la première semaine nous donne quand même quelques indices. C'est notre supporter des Celtics, Alan. Comment ça va? Ça va bien. Ça ne pourrait pas mieux aller. Mais Ça a rarement été aussi bien si tôt dans les playoffs, récemment. ouais, c'est vrai. Même quand on allait loin, c'était des séries galères des fois au début. Mais comme a dit notre leader Jason Tatum, un match après l'autre. Ah, ça c'est de la bonne langue de bois, c'est très important. Du coup, on va parler des Nets, on va parler du Jazz, peut-être parler d'autres équipes en fin d'émission. Il y a un programme très riche, donc ça va être très très riche pendant l'heure qui suit. Pour terminer cette intro, petit jeu concours. Alors là, on pose tout et on note. Avec notre partenariat avec la NBA, on a la possibilité de vous faire gagner un maillot et on a décidé de, plutôt que de le jouer au retweet et faire gagner des maillots à des personnes qui n'écoutent pas le podcast, on va le faire gagner à nos vrais auditeurs. Donc, pour gagner le maillot, c'est assez simple. Vous nous mettez 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast, que ça soit Apple Podcast, Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire, c'est encore mieux. Et vous nous envoyez la capture d'écran, soit sur Twitter, soit sur notre adresse mail, dunkebdo@gmail.com. Toutes les informations sont dans la description et on procédera au tirage au sort. Allez, on va se dire samedi. Donc samedi 30, on procède au tirage au sort et on fera gagner un maillot NBA. Petite précision pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pour pas que vous soyez lésés, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire et puis on le prendra en compte également. Donc voilà, 5 étoiles pour les applis de podcast, un commentaire sur YouTube et on vous fait gagner un maillot NBA. C'est jusqu'à samedi 30, bien sûr. 30. Donc du coup, faites très vite. J'ai fini et puis on se retrouve juste après la pause pour parler donc des Nets. Celtics 3, Nets 0, 3 victoires en autant de matchs pour les Celtics. Ils ont gagné le match 1 au buzzer et depuis, s'est installé une presque domination de la part des Celtics. Madiane, je vais pas perdre de temps dans mon intro. Je donnerai la parole aux représentants Celtics un peu plus tard, mais on avait discuté, toi et moi, du play-in il y a 2 semaines environ. On avait dit que certes, les Nets étaient passés, mais le match contre les Cavs nous avait pas vraiment rassurés. Alors, est-ce que les inquiétudes se sont renforcées? Tu vas me dire oui, ils perdent 3-0, mais qu'est-ce que tu vois sur ces 3 premiers matchs? En fait, je vois dans ces 3 premiers matchs la matérialisation du fait qu'il n'y avait pas de switch, qu'il n'y avait pas de recette magique, qu'ils allaient en fait vraiment mal et qu'il n'y avait pas moyen de d'un seul coup passer en playoff et tout va bien finalement, c'est cool et la vie est belle. Tous les problèmes qu'on a vus, toutes les galères qu'on a vues pendant la saison régulière, elles continuent à se matérialiser pendant ces playoffs et on voit bien que le problème est plus profond qu'on ne le pense. Et justement, un problème profond, c'est celui de la profondeur et de l'effectif. Il y a combien de vrais joueurs de play-off dans cet effectif? C'est le premier point. Avant de parler des stars, etc., comment ils sont entourés? Et c'est vrai qu'il n'y a pas Ben Simmons, il n'y a pas Joe Harris. Et ben mine de rien, après, quand on enlève ces deux joueurs, ça devient très vite très compliqué. Ils ont même pas, pour moi, un pivot titulaire convenable pour jouer. Le banc, c'est vraiment des briques et des brocs. Je trouve que l'effectif a montré toute l'étendue de ses limites sur ses premiers matchs. Effectivement, on avait toi et moi mis en avant 2 points. D'abord, l'impact défensif qu'on obligeait à Kevin Durant à apporter et aussi le caractère un petit peu petit de l'effectif. Je pense que tu as remarqué ça, Alan. Je me suis fait la réflexion, j'ai fini le match peu avant qu'on enregistre. J'ai mis pause à un moment. Il y a vraiment des séquences où les Celtics ont l'avantage, tous les joueurs des Celtics ont l'avantage de taille à l'exception d'un Kevin Durant. Et ça, à ce stade de la compétition, c'est pas possible. Ouais, complètement. Je pense que Brooklyn paye certaines blessures. Je pense que on en parlait avant en off, la blessure de Joe Harris, personne n'en parle.
Mais en fait, c'est un 3&D qui est plus grand que tous les mecs qui jouent au poste 3 pour Brooklyn sur cette série. Ça leur aurait permis de jouer avec seulement deux ou voire qu'un seul du trio Mills, Curry, Dragic sur le terrain, parce qu'en fait ils sont dans un dilemme. L'attaque, ils ont besoin du shoot et de ces joueurs-là pour apporter du spacing à côté de KD, à côté de Kyrie, mais ils le payent du côté défensif. Et en playoff, on est toujours dans ces ajustements-là où en fait tu dois essayer de prendre un risque d'un côté sans vraiment te mettre à mal de l'autre côté. Et eux, pour l'instant, ils n'y arrivent pas parce que soit Nash ne fait pas confiance à certains rookies ou joueurs jeunes qui sont sur des postes 2-3 qui auraient ce profil-là, et à juste titre, parce que c'est des rookies en playoff dans une série à haute intensité, mais en même temps, à côté, il a besoin que les Mills, les Curry, les Dragic soient incroyables au tir pour un petit peu compenser les problèmes défensifs, et ils le sont pas. Donc, plutôt que se focaliser, oui, bien sûr, Kevin Durant est en difficulté, bien sûr, Kyrie sur les matchs 2 et 3 prend une tonne de pull-up contestés et très très bien défendu, mais c'est surtout le supporting cast qui, à part Bruce Brown, très honnêtement, et Claxton par moment, est vraiment en difficulté. Et Mm. l'une des line-up les plus en difficulté qu'ils ont actuellement, c'est la line-up qui joue le plus, c'est la starting line-up. Kevin Durant, Kyrie Irving, Andre Drummond, Seth Curry, Bruce Brown. Quel est le problème de cette line-up? C'est tout simple, Beaucoup. c'est que il y a 3 joueurs qui sont plus petits que déjà juste Jaylen Brown. Juste Jaylen Brown est plus grand que 3 joueurs de cette line-up. Donc en fait, qui défend sur Jaylen Brown? Qui tu mets? Parce que finalement, il faut s'occuper de Tatum. Mais en fait, une fois que tu as enlevé ne serait-ce qu'à menace Jaylen Brown et Jaylen Tatum, il y a encore le reste de l'effectif qui peut encore performer. Et Drummond, c'est pas lui qui va colmater les brèches. Donc tu vois qu'il y a un vrai problème. Tu peux pas jouer aussi petit alors que les mecs ont leurs 2 meilleurs joueurs. C'est pas des nains quoi. C'est plutôt à l'aile qui jouent. Et ça pose à mes yeux d'énormes problèmes. Comment est-ce que tu gères tes rotations quand de base, de toute façon, tu pars avec ce handicap-là? Ça se voit sur les quatrièmes cartons, en fait, où Jaylen Brown, il les atomise sur les quatrièmes cartons parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas compenser. Puis, si on parle de Drummond, en plus, l'avantage en termes de verticalité, ils l'ont pas. Enfin, Drummond, c'est pas un mec à qui tu balances des alley-oops. On le voit beaucoup. On en parlait tous les trois avant que j'appuie sur on, tout simplement. Ils ont sous-estimé, sous-investi dans le poste de pivot. Ça ne pardonne pas. Quand on regarde les équipes présentes à ce stade de la compétition et celles qui vont vraisemblablement passer un tour, elles ont toutes investi dans ce poste-là. Et du côté des Nets, Nick Claxton on en parlait, peut être un bon backup, mais t'as trop de déficit sur le poste de pivot titulaire. Tu peux pas, surtout quand t'as une ligne arrière si petite et si maladroite en défense, t'en sortir. Peut-être on terminera la séquence sur les Celtics parce que je veux vraiment qu'on parle d'eux parce qu'ils ont été impressionnants. Le grand débat actuellement, c'est Kevin Durant. Moi, je trouve, les gars, que c'est juste, on extrapole certains points qu'on a déjà vus durant la saison régulière, en fait. Moi, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a certains trucs sur KD qu'on avait déjà vus. Je me gardais bien de les dire parce que je l'ai noté pour mon DH20. Je suis de manière totalement égoïste, mais je sais pas si vous êtes d'accord, mais KD, individuellement, règne pas comme la saison dernière. Non, il règne pas, et je pense que ça se voit aussi dans les tirs qu'il prend. C'est-à-dire qu'il avait des tirs qui lui étaient confortables auparavant, notamment derrière la ligne à 3 points. Il ne tire derrière la ligne à 3 points qu'à 19% de fréquence. L'an dernier, sur les playoffs, à votre avis, à combien il était? 40, 33. Ouais, il était à 30. Mais 30% quoi. 30% à 40%. C'est à 40% de réussite, parce que là, il est même pas en réussite. C'est aussi qu'on voit qu'il a moins la confiance de prendre ses tirs. Des fois, il prenait des tirs en première intention derrière la ligne au-dessus du défenseur et ça passait très bien. Et là, on a moins ça et je pense que c'est peut-être aussi des signes de fatigue parce qu'il y a beaucoup de cravachés pendant une saison régulière pas simple. Il s'est blessé. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. On n'a pas vu les conséquences de sa rupture au tendon d'Achille tout de suite. Et pour moi, c'était un vrai miracle de le voir à ce niveau l'an dernier. Je m'attendais pas du tout à ça. Une rupture du tendon d'Achille, Ben, tu es bien placé pour le savoir, généralement c'est mortel pour pas mal de carrières, surtout à cette taille-là.
ça s'est bien passé. Peut-être qu'on est en train d'en voir les effets parce qu'il y a la fatigue et la répétition des efforts. 101 matchs depuis le 1er janvier 2021. J'ai noté. Donc 100, on est bientôt en mai, donc ça fait 17 mois. Tu comptes le voyage à Tokyo aussi. Il a joué les JO. KD, on voit peut-être une fatigue tout simplement, mais si on se concentre aussi sur, parce que pour moi, c'est équilibré. Il y a d'un côté KD qui règne pas, il y a d'un côté la défense des Celtics. Alan, la défense des Celtics, elle règne. Par contre, sur la série. Ouais, bah c'est ce qu'on voit depuis, allez, fin décembre. Franchement, ça c'est vraiment, les gens ont vraiment, c'est vraiment matérialisé par des résultats en 2022. Ça commençait sur la fin décembre, mais il y avait toujours des problèmes de, de constance sur 48 minutes. Le match de Noël contre Milwaukee, tout le monde s'en rappelle. On fait un excellent match et on n'est pas capable de terminer parce qu'il n'y avait pas cette constance, pas cette application, pas pas encore ces joueurs qui avaient vraiment totalement euh, commit, comme on dit, c'était vraiment dans le système du Doka et la confiance ne régnait pas. Qu'est-ce qu'on voit? Franchement, on voit des joueurs qui tiennent tous les duels. Franchement, je trouve ça impressionnant. Le drive est compliqué à chaque fois. Et puis la communication. Être autant capable de switcher sans faire d'erreur action après action, ça veut dire qu'en fait, bah, oui, physiquement, tu domines et tu as des profils extrêmement intéressants, mais c'est aussi qu'il y a une compréhension du système et une adaptation qui est très très bonne. Peut-être que jouer autant de bonnes équipes, il y a vraiment de très bonnes équipes en NBA cette année. Jouer autant de bonnes équipes sur le calendrier en 2022, autant de forts attaquants, ça a permis à cette équipe sans trop de blessures. Il y a vraiment pas trop eu de blessures depuis la trade deadline avec le retour de Tice et l'ajout d'Eric White. Pas trop eu de blessures, à part Robert Williams, bien sûr, sur la fin d'année. L'équipe, elle se connaît, elle joue ensemble. Et je trouve qu'en fait, physiquement, athlétiquement, elle est trop au-dessus, en fait. Et c'est le point, du coup, je trouve, qui fait le plus mal à Kevin Durant, parce qu'il y a des séquences où, en switch, Marcus Smart peut se retrouver dessus. Mais justement, Marcus Smart, il est très tanké, il recule pas. Ce qui pose des soucis, parce que du coup, Kevin Durant a du mal à se rapprocher du cercle, et du coup, son tir est un peu plus compliqué que la norme. Il y a aussi ce fait est Mais des que... fois, il en prend même pas un. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Hier, il prend Ouais, il 11 tirs. refuse. Hein. Ouais. Il prend 11 tirs. Oui, mais en fait, il en prend très peu, hein, hier. Au final, Il peut il est pas. Des propre. fois, il se fait Il est vraiment propre. rentrer dedans et tout, quoi. Il peut pas. Mais en fait, Kevin Durant est un joueur intelligent, des fois qui refuse des tirs qui nous paraissent évidents, mais parce qu'en fait, il aime pas ce jeu-là. Parfois, quand Beverley, par exemple, défendait dessus, il expliquait qu'il pouvait tirer au-dessus de Patrick Beverley, mais que ça servait pas l'équipe forcément de faire ça, de Hmm. jouer l'ISO à outrance. Et justement, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là où il sait que c'est des mauvais tirs, il pourrait peut-être en mettre, il pourrait être arrivé à un pourcentage de réussite qui chuterait un peu, mais qui serait honorable, mais il veut pas les prendre parce que c'est pas ça qui fera gagner l'équipe, de prendre des tirs un peu casse-croûte comme ça. Il a besoin de les prendre en rythme et de faire tourner le jeu de cette équipe qui a vraiment du Hmm. mal. Mais tu vois, est-ce que à ce stade, est-ce que les shoots casse-croûte de Kevin Durant sont pas préférables que des 3 points, certes, alors Blake Griffin, il en met 2, hein, il est gentil, mais je pense qu'Alan, il vit tous les jours avec Blake Griffin qui tente des 3 points. Tous les jours, toujours avec Bruce Brown qui a tous les paniers, tous les corners, les 3 points dans le corner, parce que je sais que c'est pas des shooters fiables sur 48 minutes, quoi, et que si je perds sur ça, sur 48 minutes, bah, ok, enfin, mon plan de jeu était le suivant. Autre argument sur la longueur, les Celtics ont pris 16 rebonds de plus que les Nets sur les 3 matchs. Les rebonds offensifs, Horford dans les 2 premiers matchs était super intéressant là-dessus. Même Williams, hein, il est rentré hier, le pauvre Drummond, ce qu'il a pris un moment on a vu que voilà, athlétiquement, c'est plus la même ligue. Et après, juste sur les Nets, moi, on en parlait, on n'était pas trop d'accord. Je trouve que Nash, honnêtement, alors oui, il peut pas faire des miracles, mais son rôle à un moment, et hier, ça s'est passé, à un moment, Pritchard est sur le terrain, et ben, il fait venir 2 fois Kevin Durant, il demande le switch, comme ça, il a le match-up qui est dit sur Pritchard, et KD peut soit pull-up à mi-distance ou faire la passe à Seth Curry parce qu'il n'y avait pas eu de switch. Je trouve qu'en fait, par moment, et c'est surtout dans le match 2, sur la fin de match du match 2, et après, il y a Pritchard sur le terrain, il l'attaque pas. En fait, il demande pas, il dessine pas deux, trois schémas pour l'attaquer. Je trouve que on peut pas trop lui tomber dessus. Voilà, il a un effectif qui est incroyable, qui est pas ouf en supporting cast. Honnêtement, il a été plutôt choisi par. On se rappelle de Kyrie qui avait dit, je
crois il y a 1 an et demi, bah c'est un peu nous tous le coach ou KD avait dit ça aussi, le coach c'est un peu un triumvirat ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah je trouve qu'il est pas, il se fait Il se il y fait, a il pas se fait match avec laminer. Udoka quoi. Mais au-delà de ça, je sais pas si tu te souviens, Alan, parce qu'on en parlait avec Ilias hier soir pendant le match, cette séquence d'after timeout où tu te prends une interception, mais Oui, parce que tu fais n'importe quoi en fait. Et moi, je suis désolé, mais il y a des choses où c'était peut-être parfois un peu révélateur du niveau de préparation, parce que elle était bizarre cette séquence. En fin de quart-temps, te prendre ça, c'est pas logique en fait. Comment tu peux foirer autant juste une récupération de balle en sortie de temps mort? Tu donnes 2 points gratuitement aux Celtics. parce qu'ils sont très fatigués les joueurs. Très honnêtement, ils savaient pas que depuis le play-in qu'ils jouent 46 minutes les gars. Ils jouent depuis que KD est revenu. Hein. Ils sont crevés, je Puis pense. Durant, c'est parti Bah, il aussi. fallait Hein. assurer le seeding, hein, malheureusement. Ils avaient pas d'avance avec tous les matchs qu'ils ont perdus avec l'absence de KD. Kyrie Irving a été autorisé à rejouer à domicile que vers la fin. Ils ont joué à fond, à fond, à fond, à fond pour essayer de rattraper et ben forcément, Sans t'arrives James Harden reposé. aussi, qui est un fort joueur de Sans saison régulière, qui aurait pu un peu et les. ouais, les aider. Et en plus, à côté de ça, il y a aussi une affaire de trajectoire qui se croise. C'est-à-dire, au moment où les Nets avaient tous leurs soucis, c'est le moment où les Celtics étaient très impressionnants parce qu'au moment où on fait le point un peu sur les contenders, j'étais avec toi Ben justement sur cet épisode, on n'avait pas parlé des Celtics, mais on avait dit, eh, quand même, au vu de leur forme actuelle, s'ils continuent comme ça jusqu'à la fin de saison, ils vont discuter fort. Et ben en fait, on arrive exactement dans ce scénario. Les Celtics ont continué sur leur trajectoire ascendante sur toute la fin de saison. C'est pas étonnant de les retrouver en pleine bourre là sur ce premier tour. Pour parler de ça, Alan a nommé James Harden. Je vois beaucoup de tweets en ce moment. Ah, le début de la fin, c'est le trade de James Harden. Non, non, non. Le premier trade de James Harden, son arrivée, James Harden leur fait très mal parce qu'ils n'ont pas de mec pour rythmer l'attaque. C'est-à-dire que KD, c'est un score, Kyrie, c'est un scoreur, pardon. KD essaye de donner la gonfle et ça revient à ce que tu as dit un peu, Madiane, mais tu vois que c'est pas efficace. En gros, c'est pas, ça reste un scoreur et c'est un bon passeur, mais c'est un deuxième passeur d'une équipe. Ça peut pas être le passeur le premier. Et par rapport à Steve Nash, moi, je vais un peu le dédouaner parce que, comme l'a dit Alan, c'est les joueurs NBA jouent vraiment dans du velours dans ce genre de situation. Ils choisissent leur coach. Honnêtement, maintenant, on sait quasiment que les joueurs, les superstars donnent leur aval quand il y a une embauche de Ils ont même coach. fait sauter Atkinson, hein, en vrai. Ils ont fait sauter Atkinson. C'est un mec qui a aucune stabilité dans son effectif depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est sur le banc. Je sais même pas s'il a aligné 20 fois le même 5. Enfin, il a aucune stabilité. Il a en plus des joueurs qui sont là, pas là. Tu dois jouer avec un joueur. Enfin, rappelons quand même qu'il y a une période dans la saison où ils avaient Kyrie qu'à l'extérieur. Enfin, c'est lunaire. Et enfin, il se retrouve dans la situation où quand son équipe est en difficulté, alors il a peut-être des limites en tant que coach, mais c'est lui le premier que l'on vise. Moi, je trouve ça un peu trop facile. Enfin, les gars, quand dans une série, Kevin Durant n'a rentré que un panier dans la raquette de la série, hein, on est au match 3, il est terminé le match 3. Il y a un moment où Steve Nash, quand c'est une équipe top heavy et que les joueurs en haut sont pas bons et qu'il a pas de profondeur, il peut pas non plus faire des tours de magie. Tu payes les mecs au minimum, hein. Tu payes les joueurs, les Marcus Aldridge, les Paul Millsap, donc ils avaient réussi à envoyer dans le trade tous ces recrutements de role players qui viennent un peu, allez, tu viens jouer 10-15 minutes, mais ils peuvent pas jouer dans ce genre de série. Tu peux pas jouer. Et donc, même les bonnes surprises de la fin de saison, Cam Thomas, le rookie, bah, il peut pas jouer. Il a vu le terrain un petit peu dans le match 2, directement, il s'est fait un petit peu cibler. Edward, c'est pareil. L'effectif est tellement, comme tu as dit, top heavy. Mais en fait, il est top heavy avec un des mecs au max qui peut pas jouer, quoi. Donc, Il y a ça aussi. voilà. Donc ça, Ouais. on en rajoute un peu. Et le quatrième joueur le mieux payé, spécialiste UND, qui est absent, Joe Harris. Donc en fait, deux de leurs 4 meilleurs joueurs sur le papier, ils peuvent pas jouer. Là, ils jouent pas. Donc c'est compliqué. Mais en fait, le problème, c'est même pas que les 1 et 2 meilleurs joueurs soient pas au niveau, c'est qu'en fait, le 3 est tellement loin que en fait, ça leur permet pas aux 1 et 2 meilleurs joueurs d'être dans une situation où ils peuvent jouer plus confortablement et du coup, de même en n'étant pas spécialement dedans, de pouvoir réussir à sortir quand même des bons matchs. Voir KD à ce point dans le mal dans une série, pour moi, j'ai jamais vu ça. Hein. On en parlait. Ouais. Les gars, il y a cette série contre
les Grizzlies en 2014 où vous vous souvenez de la une là, Mr. Unreliable, le Oklahoma avait fait ça. C'est les 2 seules fois où je l'ai vu à ce point-là mal dans une série. Mais tu te rends compte de quand ça remonte? Ça fait Et 8 ans. Alors s'il y a quand même la fin de série face à Golden State quand ils sont remontés le 3 où il est un peu suspect, mais c'est la fin de série. Donc c'est pas toute la série, c'est la fin de série où je l'ai trouvé un peu suspect à un moment. Mais parce que c'est la première fois depuis cette période-là où les premières années, enfin moi quand j'ai regardé les stats de KD, il y a des trucs très marquants au niveau des tentatives, par exemple près du panier, pire pourcentage en carrière, il prend plus de tirs près du panier, pourcentage à 3 points, faut remonter à ses débuts à OKC. C'est parce qu'en fait le schéma défensif mis en place par les Celtics, tu pouvais pas le mettre en place contre les Warriors. Enfin je veux dire, tu te fais atomiser, enfin des espèces de semi-traps qu'ils leur mettent, c'était impossible. La première version des Nets, c'est pas possible non plus parce qu'il y avait trop de talent offensif. On n'avait pas Brown. Il y avait pas Brown. Et la fin du Thunder, ils sont tellement athlétiques que c'était difficile à mettre en place. Donc en fait, ça fait longtemps que tu pouvais plus défendre Kevin Durant comme ça. Et là, les Celtics le font. Donc il y a peut-être de ça aussi. C'est Kevin Durant, on l'a mis numéro 1 du DH20, c'est pas non plus un surhomme. Quand il joue une défense avec 15 000 mecs capables de switcher sur lui et que ses options, quand c'est pas Kevin Durant, quand c'est pas Kyrie Irving, c'est Bruce Brown et Blake Griffin, il y a un moment, il n'y a pas de production offensive. Puis défensivement, vous l'avez dit, ils doivent choisir leur poison parce qu'il y a personne. Juste un petit point Celtics avant de passer vers la suite. Je vais pas la donner à Alan celle-ci parce que il va pas assumer, Madiane. Est-ce que ce sont après une semaine les nouveaux favoris à l'Est? Alan, je peux le jinxer ou pas? Vas-y. De toute façon, tout ça, c'est à cause de Trae Young. S'il avait pas mis son flotteur, ça se passerait pas comme ça. Je pense pas, tu vois. Ouais. Non, en vrai, c'est pour moi. Je ferais quand même beaucoup attention aux Bucks. Alors que là, ils sont dans une série un peu bizarre contre Chicago, où j'ai pas l'impression qu'on voit. J'arrive pas à me projeter dans une éventuelle série face aux Celtics de ce que je vois contre les Bulls. Donc pour moi, ça reste quand même une petite inconnue de comment tu gères le cas de Giannis, qui a un vrai problème. Est-ce que tu les trouves pas armés pour défendre Giannis, les Celtics? Mais en fait, on voit les armes. Mais la dernière fois, il y a eu le game 1, on a dit la série est terminée, ils ont perdu 4-1. C'était pas les mêmes, mais du coup, tu sais, oui, mais à l'époque, on disait déjà, ils ont les armes. Ouais. Et du coup, là, je me dis, attends, on va voir déjà, parce que tu pourrais peut-être avoir toutes les armes qu'il faut, et que le mec est quand même peut-être indéfendable. On sait pas. Donc, attendons voir quand même, les champions sortants, il faut pas les donner pour morts. Mais par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de la conférence, on a le cas des Sixers où il y a des problèmes avec Embiid au niveau de son doigt. Il y a Miami où on voit comment ça se passe contre Atlanta et je suis pas sûr que ça pourrait le faire pour eux. Surtout que je trouve que Boston est vraiment bien armé pour gérer le cas de Miami. Hormis les Bucks, c'est vrai que ça s'est bien tari à l'Est et que moi j'ai l'impression que le vainqueur de cette demi-finale-là, c'est celui qui ira au bout. Alan, veux-tu te prononcer sur cette question ou on peut passer au sujet suivant? Non, je vais me prononcer parce que en vrai, je vais dire un truc assez fou. Alors, je trouve qu'offensivement, on fait même pas une série incroyable en plus. Non. Honnêtement. Et c'est un argument qui me fait dire que si alors ce qui est très bien, je suis très heureux, Tatum provoque beaucoup de lancers francs, voilà, ça c'est quelque chose qui me remplit de joie. Mais je trouve que on a toujours Smart qui arrose par moment, Brown n'est pas tout le temps le plus sûr dans les débuts de match et le handle est pas toujours incroyable. Mais en fait on a des choses qu'on n'avait pas avant. On a Pritchard qui va sortir du banc et qui est pas ciblé parce que on arrive à le faire jouer avec un autre grand à côté. Il est pas le meneur, donc un joueur plus grand à côté, il est juste là pour scorer sur petites minutes. Grant Williams, honnêtement, alors j'ai beau l'aduler, je suis toujours autant surpris par l'influence défensive, l'intelligence, le QI, et il met ses 3 points. C'est grâce à lui que dans le deuxième quart-temps et la première mi-temps, on n'est pas vraiment à moins 25 parce qu'il met 3 paniers à 3 points. Il fait les bons jeux, on est qu'à moins 12-15 à la mi-temps, c'est grâce à lui. Il y a le retour de Robert Williams,
Je pense que ça serait très bien qu'il joue encore une quinzaine de minutes au match 4, si on peut le plier comme ça, ensuite il peut se reposer un petit peu. Et puis en fait, ouais, même Derrick White, il est pas si fort que ça. Je pense qu'il peut être meilleur s'il met ses tirs. On a 9 joueurs solides. Et quand je vois les autres, à part Miami, je trouve que c'est pas profond, quoi. Philadelphie, ils ont 6-7 joueurs. Les Bucks, il y a la blessure de Middleton, on va en parler, ça change tout, parce que pour moi, ça change tout, cette blessure. S'il y a Middleton, je pense que les Bucks sont meilleurs que les Celtics. S'il n'y a pas Middleton, ça peut vraiment jouer, parce que Jrue Holiday, il n'est pas toujours incroyable, donc j'accepte le statut, j'accepte le fait qu'on a peut-être franchi un tiers dans la hiérarchie, si tu veux. Je pense aussi, avant de dériver vers Utah, qui est aussi à la dérive, donc du coup ça tombe bien. Par rapport aux Celtics, vous avez aussi l'avantage d'être à l'Est où il n'y a pas de fort attaque en fait. Parce que je peux vous dire que quand tu fais le comparatif, j'ai fait les deux matchs l'un après l'autre, quand tu fais le Minnesota, Memphis, après des séries à l'Est, t'as pas l'impression qu'on joue c'est le même sport. Je veux dire, en termes de shot making et tout, je trouve que les Celtics ont cet avantage-là, et en termes de construction d'équipe, je trouve ça très intéressant que toutes les équipes à l'Est sont surarmées pour défendre l'aile. Enfin, la plupart sont quand même surarmées à ce niveau-là. Là où en fait, c'est pas la même problématique qui se pose à l'Ouest. Ouais. Partons à l'Ouest. Le Jazz d'Utah, miraculé. 100-99 dans le match 4 contre les Mavs, alors qu'ils étaient menés encore dans les toutes dernières secondes. Vainqueur sur un alley-oop de Mitchell pour Rudy Gobert. Le symbole est beau. Mais ouais. Est-ce que ça nous rassure tout ça, Madiane? Je suis obligé de te redonner la parole parce que tu étais le représentant du Jazz dans notre débat présidentiel. Tu t'es battu vaillamment. Tu avais été un peu... On t'avait manqué de respect. Enfin, en tout cas, c'était ma technique de débat d'insister là-dessus. Mais il y a 2-2. Mais ça sent quand même très mauvais du côté d'Utah. C'est pas un bon 2-2. C'est pas le 2-2 où tu sens qu'il y a de la sérénité. En vrai, moi j'ai l'impression que cette équipe elle joue un peu à l'envers. En fait, elle joue pas comme. En fait, on voit Utah, on voit ce qu'ils ont développé. Ils ont développé Rudy Gobert, encre défensif pour pouvoir jouer avec leurs 4 shooters. Et c'est le seul joueur qui te permet de faire ça. C'était ça la théorie de ça, c'est de pouvoir aligner cette line-up. Le ballon il circule pas. Le ballon ne circule pas. Ils ont le pire assist percentage. Rudy Gobert, il est mignon, mais il peut pas en fait. Enfin, déjà les playoffs, c'est une autre chose que la saison régulière pour lui. Mais en plus, ce que font ses arrières en termes de ses lignes extérieures, en termes de défense, c'est grave. C'est un vrai problème. Juste, du coup, les 3 dernières saisons, le defensive rating du Jazz en playoff, 117,6, 121,7, 116,8. C'est un problème qui existe depuis longtemps. Et le pire, c'est que cette saison, c'est pas la même que la saison dernière. Cette saison ressemble à il y a 2 ans. C'est-à-dire que ils sont pas à voir sur les rebonds et les deuxièmes chances. Ils sont pas à voir sur les pertes de balles. C'est pas les points dans la peinture. Ils prennent une foudre, une marée qui est pas logique parce que théoriquement les facteurs clés qui font que tu défends mal, ils ne sont même pas présents. C'est vraiment parce que ta défense poreuse sur le premier pas fait que tu prends des points. C'est pas une affaire où t'es battu parce que tu perds beaucoup de ballons, parce que ton attaque est pas organisée. Non, c'est autre chose. Et je regarde des line-up. La line-up, du coup, donc, on prend la même. Bogdanovic, Clarkson, O'Neal, Mitchell. Vous mettez Hassan Whiteside. Le defensive rating est à moins 148,1. Vous mettez Rudy Gobert, c'est moins 121,2. C'est pas un problème de pivot, hein. C'est toujours aussi nul défensivement. C'est juste que on a un moins mauvais pivot défensif, donc ça améliore le fait qu'à mon avis, il prenne moins la foudre que ce qu'il prend. Mais enfin, vous vous rendez compte des chiffres? Pour moi, il y a un souci dans cette équipe. C'est pas normal. Le defensive rating, je crois, de leur match 3 est pire que celui des Hornets, qui est un espèce de standard hein, dans le niveau de médiocrité que tu peux atteindre sur des phases finales. Et hier, un synthé est passé pour dire que sur leurs 7 derniers matchs de playoff, ils ont un pire defensive rating. Donc les 4 derniers de l'an dernier et les 3 premiers de cette année, ils ont un pire defensive rating que la pire défense de saison régulière des 10 dernières années.
Ils sont. Vous l'intégrez là? Ça pose beaucoup de questions ce que fait le Jazz, mais pour commencer, il y a surtout, je pense, le confort. Moi, j'ai l'impression que on parle beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de discussions sur les lignes arrière qui sont absolument poreuses et catastrophiques. Donovan Mitchell en premier chef, qui, je pense, va passer un mauvais quart d'heure dans cet épisode. Mais en tout cas, on en parlera. Je pense qu'ils ont vécu dans un confort. Quand je les compare aux meilleures défenses, on vient de parler des Celtics, on peut parler du hit sur séquence. C'est un effort collectif. J'ai vraiment l'impression que du côté des arrières du Jazz, sachant que sur la saison régulière, on se dit, bon, on fait le taf, on a Rudy Gobert derrière qui va tout annihiler, il n'y a pas eu ce niveau supérieur qui a été pris dans l'implication défensive en playoff. C'est-à-dire que les mecs, ils défendent de la même manière. Ce que tu ne peux pas, en fait. Parce que la fin de le quatrième carton du match 3, c'est une blague. C'est-à-dire que Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie, ils enchaînent les ISO. Et ces deux joueurs, en particulier Brunson, qui font une très bonne série, on est en playoff. Jalen Brunson ne doit pas être en capacité de désosser une défense. Moi, je trouve qu'il y a ce petit confort-là. Et puis oui, c'est des choses qu'on avait déjà vues avec le Jazz. Cette incapacité à contrer un small ball. Et surtout, plus que le small ball, je sais pas si tu es d'accord, Alan, c'est le 5-out qui leur pose problème en réalité. Parce que je trouve qu'on associe trop facilement les deux. Ils auraient du mal face à un small ball où il y a un non-shooter. Quand les Mavs font jouer Green, ils s'en sortent. C'est quand il y a 5-out, ils peuvent plus défendre. Ouais, le line-up avec. Alors maintenant, je pense qu'il y aura plus Dinwiddie, heureusement, parce que il est atroce. Je pense que Tom et moi, j'ai été regarder les stats. Dinwiddie, 29% d'usage pour 42% de true shooting. Les pull-ups contestés de Spencer Dinwiddie, moi, j'en peux plus. Et ils ont de la chance qu'il soit là. Parce que c'est Luka dans le match 1. Ah, ils le prennent pas. Donc, il y a sûrement 3-0. Peut-être qu'hier, ils peuvent le prendre parce qu'il y a Luka, mais Luka, hier, il joue que 33 minutes parce qu'il y a la restriction. Le 5-out, donc avec Kleber, Bullock, Finney-Smith, plus Brunson. Brunson, là, l'argent, il est en train d'en gagner énormément. C'est lui et Poole. C'est extrêmement intéressant de voir si des équipes vont pouvoir les re-signer parce que ils sont en train de gagner un nombre d'argent incroyable. Mais d'ailleurs, c'est pas vraiment surprenant si on regardait la saison. Brunson, il était très fort. Juste là, bon, il est très très chaud sur 2-3 matchs. Poole, on en parlera, c'était la même chose. Non, c'est vrai. Utah a aussi le don de faire briller n'importe quel On est arrière. d'accord. Murray, c'était Michael Jordan dans la bulle. Oui, mais Murray, c'est Michael Jordan en playoff. Mais juste, les gens savent pas. Mais en fait, je pense que plus que le 5-out, en fait, et comme les Nets, pour moi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils vivent sur l'extrême déséquilibre, ça marche pas en playoff. Là, ils vivent sur un déséquilibre incroyable. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Ben, saison régulière, on a Rudy Gobert. En saison régulière, on fait du drop parce que on joue des équipes soir après soir. Il y a moins de game plan spécifiques. Il y a moins de on va trouver des fois il y a des back-to-back. On laisse passer la saison régulière. Et Utah a l'arme parfaite pour bien défendre la saison régulière, c'est Rudy Gobert parce qu'en fait beaucoup de drop. Il va empêcher les joueurs d'aller au cercle. On va aller sur du pull-up. Il y a beaucoup d'attaques qui savent pas attaquer du drop. Qui, même si c'est ce qu'on voit beaucoup en saison régulière, elles ont du mal. Donc, comme tu as dit, Mitchell, Conley, O'Neal, Bogdanovic, ils sont sur le terrain, ils bombardent à 3 points. C'est une excellente attaque en saison régulière parce qu'ils savent attaquer. Ça, on peut pas vraiment on peut pas le dire. Ils savent quand même attaquer, ils savent mettre des points. Alors, par moment, c'est pas incroyable, c'est très dépendant de l'adresse à 3 points, mais ils savent attaquer. Sauf qu'en playoff, on sait attaquer le drop, on sait avoir de la polyvalence, on joue des bonnes équipes. Enfin, Dallas, c'est une des meilleures équipes de la NBA en 2022. Dallas, franchement, tout le monde en a pas trop parlé, mais ils ont fait une très très bonne année 2022. Et Utah, ils se figent dans le déséquilibre, l'extrême déséquilibre, c'est-à-dire un bas court très orienté sur le pull-up, sur la capacité à stopper le drive, la défense du point of attack. Alors des fois tu peux, Daniel House peut s'en occuper, Roy O'Neal est leur meilleur défenseur, mais qui est pas bon sur la série. Voilà, qui est pas bon. Donc cet extrême déséquilibre fait que, pour moi, en fait, ce qu'on a vu sur les Clippers l'an dernier et ce qu'on voit cette année, ça prouve qu'il y a peut-être une limite à vivre sur ce déséquilibre-là. Mais contre les Clippers, je les ai trouvés. Alors, ok, sur la fin de série, ça part un peu en autre boudin, mais offensivement. Mitchell était blessé en vrai.
Ouais, mais tu vois. justement, offensivement, sur les premiers matchs, je les ai trouvés vraiment bien Hmm. offensivement. Là, j'ai pas. Alors, c'est vraiment une impression terrain. C'est vrai qu'ils sont pas si nuls offensivement quand on regarde les chiffres, mais dans l'impression visuelle, t'as l'impression que le ballon vit pas. Et moi, ce qui m'énerve énormément, c'est que le match démarre, c'est peut-être ta troisième possession, Mitchell s'avance, Poula pas 3 points alors qu'il a le défenseur dessus. Hmm. Et moi je trouve que c'est des tirs, mais pour moi, c'est ni fait ni à faire. Personne fait ça. Faut pas faire ça. Parce que t'es en début de match, t'as besoin de faire tourner un peu, que tout le monde touche la balle, qu'on voit un peu qui est chaud en attaque. T'as besoin de faire ça. Et je trouve que le ballon ne circule plus du tout dans cette équipe. Ça me gêne énormément de voir ça. Le ballon ne circule pas. Alors Est-ce que c'est qu'avant, pas parce que Mike Conley, il est pas très bon aussi, Madiane? Enfin, tu vois, Mitchell, moi, de toute façon, on en parlera. Mitchell, en porteur de balle principal, pour moi, c'est une erreur de base. Enfin, c'est une erreur. Mais Mike Conley, il peut pas tenir l'attaque. non, Mike Conley, je trouve qu'il fait son âge, là. Vraiment. oui, évidemment, mais c'est vraiment compliqué en fait parce que je pense qu'effectivement il y a aussi un effectif qui a un peu passé son prime, hormis pour Mitchell évidemment et Gobert aussi dans une autre mesure, mais il y a vraiment un côté aussi où il y a un joueur qui a en fait on a l'impression qu'il joue pour lui, Mitchell, et ça me dérange en fait. C'est que l'impression visuelle de Mitchell actuellement, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il s'en fout. Hmm. C'est ce que j'ai dit à Ben, c'est que j'ai dit sur la dernière action, je l'ai vu des dizaines de fois cette action, il fait jamais la passe à Rudy Gobert. Là, moi je me suis dit au moment où je joue l'action, il va pas faire la place, il va mettre un vieux tir et puis peut-être qu'il le met, mais c'est pas sûr. En fait, je trouve que Mitchell c'est un joueur qui est très fort, que parce qu'il est très fort, il fait des choses extraordinaires, mais que dans l'intention de jeu, dans la façon dont ils se font avec le collectif, on voit qu'il y a un truc qui s'est brisé cette saison. Moi, tu vois, sur cette série, je trouve vraiment que c'est au niveau de la gestion du rythme. Ça a toujours été le problème. Enfin, ils s'en sortaient les dernières années parce qu'il avait toujours des performances, notamment dans la bulle contre Jamal Murray XXL. Donc, cette gestion du rythme-là, elle était moins mise en avant. Dans notre DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA, on a eu beaucoup d'écoutes sur YouTube récemment, donc je le reprécise. Du coup, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA, on a tendance à accoler Donovan Mitchell à Devin Booker et à Jamal Murray. Je trouve qu'en gestion du rythme d'un match, il stagne Donovan Mitchell. Là où Devin Booker, alors on me dira, et je pense que c'est lié au fait que les deux ont d'un côté Nikola Jokic et de l'autre Chris Paul, je trouve que Donovan Mitchell a pas cette gestion du match. Il y a un moment dans le troisième quart, les deux équipes sont à égalité, il tente un dunk highlight alors qu'il peut aller au double pas. Enfin, il cherche constamment le coup de poignard, et je trouve que c'est une mauvaise gestion. Alors est-ce que d'un côté, Madiane, tu as peut-être raison, est-ce qu'il y a un désintérêt? Est-ce que aussi il sent pas trop ses coéquipiers? Parce que faut être honnête, Mike Conley fait pas une très bonne série. Il n'y a pas de confiance offensive envers Rudy Gobert. Jordan Clarkson, c'est un trou noir. Bogda met que du spot-up. Enfin, Royce O'Neal est pas bon. Enfin... Ouais. J'ai une question, Alan. Est-ce que tu scoutais déjà les joueurs universitaires au moment de la draft de Mitchell ou t'avais pas encore commencé? Ben et moi, ouais, on l'avait bien vu, Donovan Mitchell. Ouais, et Donovan Mitchell, c'était quoi le premier caractère qui était mis en avant au moment où Utah le prend? Qu'est-ce qu'on dit de tu cherches les problèmes, là. Je cherchais le problème, oui, mais qu'est-ce qu'on disait en premier sur Donovan Mitchell? Parce que c'est très intéressant sur ce qu'il est devenu. Beau garde athlétique, fort défenseur dans l'intensité et profil offensif à développer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a actuellement? On a pile l'inverse. C'est un très fort joueur. Mais en fait, j'ai l'impression que il y a aussi cet aspect-là, comme l'attaque du Jazz, parce qu'en fait, au moment où ils le prennent, Gordon Hayward se barre, et c'est une divine surprise de voir qu'ils ont un joueur aussi fort offensivement. On s'y attend pas. Et moi, je pense que et je pense qu'en fait, il s'est développé allant un peu dans un environnement où on lui a tout donné tout de suite. Et du coup, il a développé que l'attaque et on l'a détaché de certaines responsabilités qu'il aurait pu développer parce qu'il était fait pour ça à la base, je pense. Et que malheureusement, du coup, actuellement, je pense qu'il est trop tout seul pour gérer l'attaque. Des fois, il a défendu Team USA en Chine. Ouais, il choisit. Lui, c'est vraiment insupportable parce qu'il choisit. En Chine, avec quand on les bat. Ah oui. Bon, l'équipe est mauvaise. Hein. C'est le meilleur joueur de l'équipe, il défend, hein, Mitchell. Non mais évidemment. Mais il y a le fait que
tout en attaque dépend de lui et que tu peux pas faire les deux parce que t'es pas un surhomme. Et je C'est pas pense normal parce qu'ils ont Conley. Ils ont ramené Conley pour. Ça, en mais fait. Conley, Ah ouais. il est pas au niveau. Dès qu'il arrive, on voit qu'il y a un problème avec Conley. Le Conley qu'espère Utah en le ramenant, c'est pas celui qu'ils ont eu. Hein. Et depuis le départ, c'est comme ça. Puis ça, c'est un phénomène qui, j'ai l'impression, se répète pour de nombreux joueurs. Hein. L'acquisition de mauvaises habitudes dans l'aspect défensif. Ja Morant, il défend pas non plus. Hein. Enfin, je veux dire, dans Non. les jeunes meneurs, il y a qui Edwards défend non en fait. plus. Personne défend. Enfin, parce Mais que c'est parce la qu'ils ont Melo trop de défend pas. responsabilités offensives et du coup, je pense que comme on leur en donne énormément, on se dit que raisonnablement, on peut pas leur demander l'équivalent de l'autre côté Du du coup- terrain, ce que je peux comprendre parce que ça existe pas un vrai two-way comme ça. C'est soit t'es fort offensivement, soit défensivement. Même Kawhi, quand il s'est mis à bien attaquer, vraiment fortement, et à faire dépendre l'attaque autour de lui, il y a des moments où, sur des séquences défensives, c'était pas du niveau de ce qu'il développait à San Antonio parce qu'à San Antonio, c'était pas lui le gros leader offensif. Après, Mais il y a là, c'est Tatum, hein. Mais bon. c'est ça, le bien fondé de l'héliocentrisme, parce que Tatum peut défendre parce qu'il a pas une part totalement démentielle dans l'offensive load, comme les stats avancées Mais aiment c'est bien en vrai, parler. c'est vrai ce que vous dites. Si tu regardes les jeunes porteurs de balles qui ont Personne tout de suite été- et défend. à qui on a tout de suite mis la balle et qui ont tout de suite vraiment généré beaucoup d'attaques. Et d'ailleurs, qu'ils aient les capacités athlétiques ou pas, hein. Trae Young, Lamelo Ball, Luka Doncic, Ja, Anthony Edwards par séquence, ils défendent pas. Voilà, Tu vois, Ouais. Doncic, c'est peut-être celui qui défend le plus ouais. du lot, c'est parce que cette année, il a Jalen Brunson à côté qui peut parfois sur séquence, on l'a pas trop vu dans le match 4, qui peut le seconder. Autrement, les mecs Ouais. défendent pas. Il y a eu des moments où, par exemple, les équipes LeBron Cleveland, ça défendait, mais rien de rien. LeBron Cleveland, il s'en foutait par moment défensivement. Ouais, pas tellement Et en playoff, hein. Là, on parle des mais playoffs. En vrai. ouais, mais non, mais oui, mais LeBron est un extraterrestre. Mais mine de rien, en saison régulière, à Los Angeles, on a récupéré le LeBron défenseur en saison régulière. C'est quelque chose qui est important parce que à un moment, il avait moins de charges offensives et moins de responsabilités à ce niveau-là. C'est très important, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un d'être à la fois fort offensivement et défensivement sur 48 minutes. Et Mitchell, j'ai vraiment l'impression qu'il est tout seul à porter l'attaque. L'attaque, elle est vraiment pas bonne en termes de Il y partage a de trop de joueurs balles. de fin de chaîne. Ouais. Oui, il y a des joueurs de fin de chaîne, mais il y a qui initie parce que Conley, on est bien d'accord qu'il n'y a pas capacité, Bah, donc s'il n'y a du coup, pas il y a que Conley, Mitchell. en fait, c'est ça le problème. C'est que ça marche très bien si tu as Mike Conley de Memphis. Mais c'est ça. Et ce déséquilibre-là de joueurs de fin de chaîne, donc Bogdanovic, Royce O'Neal, même Daniel House, personne peut créer son tir. Ils peuvent pas faire de création secondaire. Hernan Gomez, hier, pareil, il met des tirs, c'est bien, mais il peut rien faire d'autre que d'être un stretch fort. Whiteside, Gobert, pareil. Pascal, pareil. Donc en fait, les seuls qui peuvent générer un peu d'attaque, bah Ingles, il est plus là. Et ça manque. Je trouve qu'il manque un peu Joe Ingles. Et puis Mitchell et Conley. Donc c'est parce que Clarkson, tu l'as dit Ben, hier il est bon, mais c'est un trou noir et puis c'est une pièce en l'air, Clarkson. Tu peux pas baser ton attaque dessus, ouais. Si on parle un peu, les gars, avant d'enchaîner sur la suite pour le Jazz, parce que ils sont à 2-2, mais le langage du corps, si on francise un peu tout, est pas très bon. J'écoutais David Locke, qui est un journaliste qui, du coup, suit le Jazz, qui est le créateur du fameux réseau Lockdown de podcast quotidien sur les équipes NBA, qui faisait un peu cette comparaison, quelque chose que nous, on n'est pas en capacité de voir. Il comparait les deux bancs. Il disait qu'il y avait vraiment une cohésion du côté des Mavs, ce qu'il n'y avait pas vraiment du côté du Jazz, où c'était un peu en ordre dispersé. Bon, ensuite, il a un peu sorti la théorie du complot. Tout le monde cherche contre Utah des problèmes parce que les big markets sont pas bons cette année. Bon, calmons-nous, David. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que vous pensez que on est d'accord là, c'est la dernière aventure. Oui, pour moi, ça explose juste après ça. C'est pas possible de rester ainsi déjà parce que en fait, t'as des joueurs où au moins pour Bogdanovic et Conley, tu vois que c'est passé, c'est en train de passer et tu vas pas être meilleur l'an prochain avec cette base-là. Tu dois la refaire. Tu vois bien que Gobert et Mitchell, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout. Il n'y a pas besoin d'être un génie de l'analyse sociale pour voir que c'est compliqué. Peut-on parler des déclats après match de
Mitchell, après le match 3, où il dit genre, ouais, on a vu avec Eric Pascal des bonnes minutes et tout. C'est son pote, c'est son meilleur pote d'enfance. Enfin, je trouve que il faut pas être un champion de l'analyse de texte pour comprendre certaines choses actuellement. Non, évidemment. Et c'est un vrai problème. Gobert a aussi été très maladroit cette saison dans la presse, hein, faut pas se dire, mais allumer tes coéquipiers en pleine saison, c'est peut-être pas la meilleure façon de régler les problèmes défensifs de l'équipe, même si ce qu'il a dit était pas forcément faux, hein, on le voit bien. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est la fin. On en parlait hier, clairement celui qui va intéresser énormément de monde, ce sera Mitchell. Et je pense que si ça doit partir sur une explosion, c'est soit tu réussis à faire partir Gobert dans un truc qui t'arrange pour refaire autre chose. Et dans ce cas, tu as peut-être une chance de garder Mitchell et de réussir à construire quelque chose autour de lui. Mais le problème, c'est que tes premières offres arriveront sur la table pour Mitchell. Donc à mon avis, si tu as une bonne offre, il vaut mieux la prendre et peut-être rester avec Gobert et reconstruire. Parce que tu pourras pas t'en débarrasser de ce qu'on a vu, le contrat est beaucoup trop long pour vraiment intéresser quelqu'un. Je serais pas étonné Même que Charlotte. Bah, en fait, 2020, Charlotte, ils sont habitués pour prendre des contrats longs un peu à la con comme ça. Avec, 2026, les gars, Gobert, à 40 millions l'année. Hein. Et non, un player option 2027. Ah oui, c'est vrai. En plus, on en avait parlé hier. C'est une player option. Et il va la prendre. Tu vois, donc après ça dépend de. Encore une fois, on parle toujours de cet aspect-là en construction d'équipe. Si Michael Jordan dit je veux juste jouer les playoffs, il y a moyen que c'est un pari que tu peux faire, mais de l'autre part, autant Rudy Gobert est dominant défensivement, autant offensivement. Je suis désolé, il a souvent été défendu, mais même sur le pick and roll parfois, des mecs comme LaMelo Ball. Il y avait aussi parfois la piste. On parlait d'Atlanta avant dans le passé, Trae Young, etc. Je pense pas qu'il soit satisfait de Rudy Gobert offensivement sur le pick and roll ce joueur-là. Donc à voir. Mais je te laisse terminer. Rudy Gobert sans toujours dire qu'il lui faut plus de ballons poste bas. C'est pas son jeu en fait. Il ne peut pas. Donc et puis on est en 2022. Donc non, mais c'est lancé au cercle en fait. C'est une menace de lob et rebond offensif, voilà. Mais exactement. Et là, voilà, avec Mitchell, il a même pas trop de ballons sur lob, sauf hier dans le dernier carton. Mais c'est une question délicate quand on est en France. Mais la séquence d'hier, je l'ai vue. Quand je regarde le Jazz, je la vois et il fait pas la passe. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup fait sourire en voyant le truc, c'est que en vrai, souvent, Gobert lancé comme ça, ou des fois Gobert lancé, il y a un switch et il y a le meneur d'en face sur Gobert. Je suis désolé, tu lui lobes un ballon, il va te le dunker. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est sûr que sous le panier, les services à Gobert poste bas, non. On voit bien que quand il récupère un rebond, il a du mal à remonter pour aller dunker. C'est un truc qui arrive pas. Par exemple, Montrezl est très bon à ça. Vous savez, c'est vraiment faire le ménage et venir écraser le ballon dans la raquette. Il a pas ça. Hier, c'est Doncic qui lui conteste la balle après qu'il chope le rebond. Ça finit en prise à 2. Donc, j'avais même oublié que jump ball. Je viens de regarder, j'ai même oublié que Rudy Gay était dans l'effectif. Moi, je l'avais vu en préparant la présidentielle. J'ai décidé d'occulter ce passage. Pas mal de leurs ajouts n'ont pas marché, quoi. Faut le dire aussi. Hein. Depuis... Moi, on va clore ce chapitre Jazz avant de passer sur les Sixers, un peu des blessures à la fin. Moi, quand je regarde les Sixers, je pense aux Pacers de 2014. Vous voyez, où tu sais que c'est la fin. Enfin, tu sais que c'est la fin. La dernière séquence de playoff où t'as l'impression qu'ils vont sortir contre Atlanta au premier tour. Ils sauvent, ensuite ils se sauvent contre les Wizards avant de se faire plier par le Heat. Et j'ai beaucoup cette sensation-là d'équipe dominante. Tu sais que c'est la fin de course, il y a des affaires hors terrain. Bon, c'est pas du même type cette fois-ci, mais j'ai vraiment cette sensation-là de fin de course. Et j'ai peur. Alors là, c'est un peu... On va pas tomber dans des ragots, mais j'ai peur qu'il y ait des choses qui sortent après. Parce que quand je vois les attitudes dans le match 3, tu peux pas me faire croire que c'est juste un niveau de jeu qui descend. Il y a une désunion totale dans cette équipe. Et puis merde, il y avait pas Doncic, quoi. Aussi. Enfin, je suis désolé, t'as pas le droit.
je vais faire mon dictateur du temps. Je vais te couper parce qu'on va Vas-y. on va parler des Sixers. Ce qui est bien en cette période de playoff, c'est que on a toujours des trames bien ficelées le samedi à midi et puis il se passe des trucs et boum, tout explose et tout change. On va parler des Sixers qui menaient 3-0 dans leur série. Tout semblait bien, série plutôt dominée. Et puis, on apprend une petite blessure de Joel Embiid au pouce. Ils perdent le match 4, où personnellement, je les ai trouvés jamais dedans. Enfin, ils ne sont jamais vraiment rentrés dans ce match. Allez, je vais donner la parole à Alan cette fois-ci. Est-ce qu'on s'inquiète un peu? Moi, j'aime beaucoup cette équipe, honnêtement. J'aime beaucoup cette équipe. Mais ils sont un peu je m'en foutiste par moment, je trouve. Nonchalant. Alors ça passe contre Toronto quand Scotty Barnes n'est pas là, c'est super limite en face et qu'ils mettent tout. Parce que franchement, je trouve super dangereux que Danny Green retrouve un peu d'adresse. Harris en 4e option, parce que c'est la 4e option. C'est un costume qui lui va bien. Harden est un petit peu c'est quand il veut quoi pour scorer. Il aime bien son rôle de playmaker, on va dire. Il adore ça. Mais je trouve que Rivers fait une bonne série sur les 3 premiers matchs. Le choix de pas mettre DeAndre Jordan ou Paul Millsap en backup et d'aller avec Paul Reed, sur qui on avait vu des choses sur la fin de saison, je trouve que c'est bien. Je trouve que les minutes, il fait pas de 5 full banc. Il fait pas tout ce qu'en fait il a fait par le passé. Il fait pas du Doc Rivers. Voilà, sur quand on lui tapait sur les doigts. Dave Jorger et Sam Cassell doivent être beaucoup dans son oreille. Et en fait, hier, je suis un peu déçu. Je trouve que s'ils avaient plié ce match en 4, ça aurait été vraiment, pas un statement, mais ça aurait été, voilà, c'est extrêmement sérieux. Beaucoup doutaient. Toronto était un peu le hipster pick avant le début de série. Voilà, on est meilleur et on va se passer. Là, t'apprends la blessure d'Embiid. Ils font un match pas trop sérieux. Ouais, je suis un petit peu déçu, mais je trouve que quand même, c'est une équipe extrêmement intéressante quand ils ont les idées en place. Ouais, vas-y, Ben. Non, j'allais juste te lancer, Madiane, que Toronto ait pu être un hipster pick alors qu'ils ne produisent rien sur demi-terrain, ça me semble être quand même toujours lunaire. Mais vas-y, Madiane. Non, mais Toronto, ça ne m'étonne pas qu'ils n'y arrivent pas face aux Sixers. Moi, j'insiste sur effectivement ce Game 4 parce que je trouve que ça assombrit plus leur futur qu'on ne le pense parce que ils ont ce problème d'Embiid. On a bien vu qu'hier, il est quand même pas très bien dans la fin de match. Dans l'attitude, on voyait bien qu'il était atteint physiquement. Embiid, c'est un joueur qui a du mal, je trouve, dans la répétition des matchs. Et du coup, ça leur aurait fait du bien de se reposer, de voir ce qu'il en est du pouce, etc. Et moi, j'y pensais hier dans la journée en me disant, s'ils prennent pas le 4-0 et qu'ils s'imposent un 5, bon, s'ils le plient en 5 et qu'en face la série s'éternise un peu, c'est pas mal parce que ça leur laisse le temps de se reposer. Mais il faut pas sous-estimer le fait que s'épargner un maximum de matchs, c'est plutôt bon. Et s'ils s'embarquent dans un 6 ou dans un 7, j'en parle même pas, là, pour moi, c'est la catastrophe. Donc vraiment, j'espère pour eux qu'ils vont vite conclure parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel d'être un poil à gratter contre le vainqueur de l'autre série, donc Miami-Atlanta, et qu'ils ont leur chance, mais il faut pouvoir la défendre, donc il faut vite se débarrasser des Raptors. Moi, je vous avoue que je suis plus inquiet sur la suite. Je crois pas au retour des Raptors d'entre les morts. Je suis plus inquiet pour la suite parce que pour moi, sur les 2 premiers matchs, il commençait à se créer une petite une dynamique, peut-être un costume de pas favori à l'Est, mais en tout cas d'une équipe qu'on avait un petit peu peut-être sous-estimée à l'arrivée. Et moi, la blessure d'Embiid me terrifie parce que il a l'air vraiment gêné. Enfin, sur le match 4, c'est évident qu'il est gêné. Son petit commentaire d'après le match 4 me montre qu'il est peut-être pas très rassuré si je fais de la psychologie de comptoir. Donc, ça m'inquiète un peu parce que Embiid reste pour moi le cheat code à l'Est. Pour l'instant, aucune équipe n'est armée pour le défendre. Dans les 3 autres qu'on met en avant, si on élimine les Nets maintenant, aucune n'est armée pour le défendre et il risque d'être diminué. Donc moi, ça m'inquiète pour les chances des Sixers d'aller en finale de con, voire plus loin. Et ça, vu qu'on va pas s'éterniser sur les Sixers parce qu'on pense qu'ils vont passer, on est juste un peu inquiet pour la suite. Ça nous permet de parler des blessures. Je t'avais pas préparé, Alan, mais je sais qu'avant les playoffs, tu avais mis une finale Suns-Bucks. On a vu d'un côté Devin Booker blessé, on a vu de l'autre Chris Middleton blessé. On a déjà parlé de Middleton.
comme quoi ça peut rabattre les cartes pour les Celtics notamment. Est-ce que ça t'inquiète pour la réussite de ton pronostic? Ce qui s'est passé, on rappelle que Middleton va être absent pendant quelques semaines, pareil pour Booker. Ouais, ça m'inquiète parce que même si Phoenix va gagner le match 3, je veux pas que Chris Paul joue autant en fait. Parce que Chris Paul qui joue autant, c'est Chris Paul qui a plus de risques de se faire un bobo. Et on est suffisamment expérimenté, nous trois, pour savoir qu'il a raté des matchs de playoff importants parce qu'il s'est fait des petits bobos, parce qu'il jouait trop. 2018, 2016, voilà. Même l'an dernier, il rate à cause du Covid, je crois. Mhm. Mais ça se passe quand même bien. Je trouve pas Phoenix si dominant que ça. Et si Phoenix joue Dallas, franchement, avec Luka, je pense que ça peut être sans Booker, ça peut être super complexe pour eux. Luka, Dallas a fait des bons matchs contre Phoenix cette année en plus. Et de l'autre côté, bah, on en a un petit peu parlé, mais Milwaukee sur les 2 premiers matchs à Milwaukee est pas bon. Il gagne, mais Ouais. même défensivement, les attitudes n'étaient pas incroyables. C'est Nicolas Duncan dans son podcast qui en parlait. Les attitudes de tout le monde, c'était un petit peu bizarre. Euh, le match 3 pour moi, le match 3 est plus une défaite enfin, un match complètement raté des Bulls. Un match sans. Ouais. Mhm. Voilà. Milwaukee fait ce qu'ils ont à faire. Voilà. Giannis fait ce qu'il a à faire. Grayson Allen n'est pas de Connaughton mettre dedans, ça va être important. Le line-up utilisé était intéressant, je trouve, de pas remplacer Middleton par un petit spot-up shooter, mais mettre Portis. Donc Portis, Lopez plus Giannis. Je pense qu'en fait ils ont vu que contre cette équipe de Chicago qui a pas de protecteur de cercle, si tu peux peut-être et qui est un petit peu petit, peut-être que si tu peux les enfoncer et ensuite faire du drive and kick parce qu'en fait Portis et Lopez sont des bons tireurs, ça peut bien fonctionner. Mais dans une fin de match à couteau tiré, c'est Middleton qui a montré sur les dernières campagnes de playoffs qu'il pouvait un petit peu se substituer à Giannis par moment. Alors Giannis a besoin de personne apparemment, mais c'est vrai que le shotmaking de Middleton dans les finales, dans les matchs contre les Nets l'an dernier, même contre Boston, des séries contre Boston, il y a pas mal d'années, a toujours été au rendez-vous. Donc je suis beaucoup moins confiant qu'avant, alors que pour moi c'était vraiment, honnêtement, beaucoup de gens parlaient d'outsider, je pensais vraiment qu'on avait beaucoup de chances de revoir cette finale-là. Ton avis, Madiane, là-dessus? C'est vrai que de notre côté, on était plutôt, enfin, dans l'équipe, je pense qu'on n'aurait pas tous parié sur celle-ci, mais les Suns allaient, surtout les Suns à l'ouest, hein, ils paraissaient vraiment maîtres. Et il y avait un petit statut de favori pour les Bucks, mais là, ça semble un petit peu redistribué. Mais j'en parlais lors du bilan de l'an dernier parce qu'on disait que voilà les Bucks avaient bénéficié de circonstances favorables. De toute façon, quoi qu'il arrive, généralement le champion a toujours, c'est toujours celui qui se blesse pas quand les autres se blessent. Et en vrai, il y a beaucoup d'équipes où même si les joueurs reviennent en cours de playoff, on voit que ça coûte cher en fait. C'est rare en fait que des joueurs se blessent dans les séries, qui reviennent et que tu reprennes le cours. À part si tu as une vraie marge vis-à-vis du reste de la concurrence. Ce qui est pas vraiment le cas en fait. Il y a personne qui est un vrai gros favori. On se dit il va rouler sur tout le monde. Et c'est peut-être ça qui va poser problème, c'est que c'est souvent des problèmes physiques que tu as sur un joueur qui va être absent, mais du coup d'autres vont compenser. D'autres vont jouer plus, ça va les user également. Donc même si l'autre va pas revenir à 100%, mais en plus tu auras usé le reste de ton roster. Donc c'est un vrai souci. Et je pense que heureusement, alors pour les Bucks, ça m'inquiète plus que pour les Suns, parce que j'espère que les Suns ont, en fait, ils ont assez de profondeur pour se dire, on va peut-être réussir à diluer, mais il faut réussir à conclure cette série vite et à pas trop faire jouer Chris Paul. Tu as tout à fait raison, Alan, là-dessus. Euh, Il est mais tellement fort dans le dernier quart-temps du match mais 3. Non, mais c'est irréel. c'est- non, mais c'est génial, Chris Paul, et je fais Ayton partie du aussi. camp. Franchement, Ayton, sans Booker, là, il a fait un vrai match. Hein. Mm. Bah, beaucoup plus responsabilisé, quoi. On voit pas juste l'angle défensif qu'on voit tout le temps. On a vu le joueur qu'on présentait très jeune déjà. Une palette offensive super. Je pense qu'ils vont très axer ça sur les matchs 4 et 5, très honnêtement. Puis dans l'éventualité d'une série contre Dallas, c'est le point où tu dois appuyer. Complètement. Oui, clairement. Il y a pas le matériel pour le contenir à l'intérieur du côté de Dallas. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est quand même un peu dommage, surtout chez vraiment les deux grosses têtes d'affiche qu'on imaginait dans ces playoffs que Dieu de. Alors Booker, c'est même plus qu'un lieutenant, c'est un A, un B quoi. C'est le mec
qui te met pas mal de points dans tes matchs, même si je considère que c'est pas le joueur le plus important sur le parquet, c'est leur meilleur joueur dans des notions différentes, on va dire. Donc c'est très chiant et c'est pas à ne pas sous-estimer. Pareil les Sixers, mais en fait c'est à chaque fois ça même ritournelle. Embiid, dès que ça le fait pas au niveau santé, enfin à chaque fois il est pas à fond. Hein. Et c'est un vrai souci encore une fois pour eux. Et pareil sans Embiid, il y a pas d'espoir dans cette lutte. Ça fait un peu le sentiment playoff NFL où tu sais que tout le monde aura des pertes, c'est l'équipe qui d'un côté aura du talent mais aura le moins de pertes. Alors est-ce qu'on paye encore les conséquences du Covid avec on a quand même eu la saison la bulle, la saison un peu Covid particulière. Et là on a cette saison-là, faut se rappeler quand même que la saison s'est terminée en juillet, août, il y a eu les JO, donc est-ce qu'on paye encore ça? C'est pas trop, mais quand on regarde chaque série a une blessure qui l'impacte, le Hawks Heat, il y a pas Capella, il y a eu des alertes blessures dans toutes les séries en fait. Ensuite, on peut descendre. Mais Ouais. Scotty Barnes se blesse dans l'autre. Moi, je reprends. Regarde, je te reprends un fil historique. Luka est blessé aussi. En vrai. Luka est blessé, ouais. Voilà, et c'est musculaire, hein, comme Booker, ouais. un peu comme. Mais regardez les champions. J'avais repris ça 2015 les Warriors. Il y a le problème Kevin Love, Kyrie Irving. 2016, c'est eux qui ont des gros soucis avec Bogut. 2017, c'est pas James Harden, non? C'est 2017, c'est Chris Paul qui se blesse. Non, mais tu vois, ouais, c'est ça. T'as Chris Paul qui se blesse en 2018. T'as toujours un truc. En 2017, c'est Kawhi Leonard en finale de conf après qui se fait la cheville. T'as toujours un truc en fait. Chaque fois en playoff. Dans les grosses équipes, t'as toujours un truc parce que c'est le moment où t'es en train de tirer sur la corde. Donc, ça ne m'étonne presque même plus maintenant. Même si c'est vrai que c'est peut-être plus éparse. Là où je suis pas d'accord, c'est que tous tes exemples, ça altère le top 4. Ça altère, là, on est arrivé au moment où ça, sur les 2 dernières saisons, ça altère les résultats dès le premier ou le deuxième tour. Où ça change les équipes qui accèdent, ne serait-ce que, de toute façon, on sait quand t'arrives dans le top 4, justement, tu te prends une blessure favorable, tu peux arriver en finale NBA, il peut se passer des trucs. Là, je veux dire, l'année dernière, Anthony Davis saute dans la série contre le futur finaliste. Là, on a clairement la blessure de Middleton peut influer la suite pour les Celtics, les Nets. Il y a tout le monde est blessé. Lonzo est blessé, Joe Harris est blessé, Robert Williams était blessé. Tout le monde a des blessés. C'est un truc de ouf. Ce qui me fait d'ailleurs penser sur ces dernières années. Alors c'est très théorique, mais est-ce que ça avantage pas paradoxalement les équipes top heavy parce que quand tu paries sur le nombre, tu t'es quasiment sûr que tu n'auras pas tout le monde. Je veux dire les Hawks, quand est-ce qu'ils ont été au complet sur les 2 dernières campagnes de playoffs? Jamais. Ouais, jamais. Ils ont jamais été au complet. Même là, Collins, c'est pas à 100%. Ouais. Exactement. Les Suns n'ont jamais été au complet. À un moment, ils ont pas eu Paul, ils ont pas eu Saric, là, ils ont plus Booker. À voir. Mais tu vois, moi, je trouve vraiment que ça change toute l'histoire. Alors, il y a toujours eu des blessures, je suis d'accord, Madiane, mais je trouve qu'avant, elles changeaient peut-être l'identité de l'équipe qui allait en finale ou de celle qui, du coup, sortait d'une finale de conf. Là où ça change même l'équipe qui gagne un premier tour. Et du coup, la conséquence directe, c'est que ça change complètement le récit des playoffs. Mais ça, c'est de l'impression, il faudra faire des recherches statistiques avancées pour voir si c'est juste, si ça va plus loin. On a été plutôt bon sur le timing, j'ai été trop dictatorial. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces playoffs? On a parlé de beaucoup de séries. Je sais pas si je vous laisse carte blanche, c'est très rare, hein, donc profitez-en. C'est, je pense, depuis un moment que j'ai pas vraiment regardé quasiment tout. Mais là, vraiment, je regarde beaucoup. Je passe énormément de temps là-dessus. C'est rare, c'est peut-être dire la qualité aussi des choses. Il y a tout le temps des choses intéressantes. Il n'y a pas de vrais gros stompes finalement. Il y en a très peu. Et je trouve qu'il y a une très bonne qualité sur ce premier tour, alors qu'il y a eu des années où le premier tour, il y avait que des rouleaux compresseurs de part et d'autre et il y avait rien d'intéressant à en tirer. Là, il y a des vrais matchs et ils sont très plaisants à suivre. Donc, je salue la qualité de ces playoffs. Pour l'instant. Petit mot sur les Warriors, parce que. Ah oui. Alors, ils ont pas de la chance, mais je pense que c'est le match parfait. Denver, sans
sans Murray, bah, voilà, on peut pas générer assez d'attaques. Jokic, mais enfin, leur nouveau line-up là, s'ils le sortent avec en sachant bien l'utiliser, donc le backcourt à 3, Clay, Poole, Curry, Wiggins et Draymond, j'ai vraiment hâte de le voir dans des potentielles séries, potentiel finale NBA contre Milwaukee, potentiel finale NBA contre Miami, potentiel finale NBA contre Boston, potentiel finale de conf contre Phoenix, parce que ce line-up là, on n'a pas trop vu sur la saison régulière parce que quand Poole était un peu incroyable, bah, Clay était pas toujours là, il est revenu, Curry s'est blessé, Draymond était blessé, mais ce qu'on a vu en peu de minutes contre et ils n'ont même pas trop utilisé hein, contre Denver, c'est hyper impressionnant. Et juste moi, comme je dit tout à l'heure, j'attends de voir comment Dallas, Philadelphie et Golden State vont gérer Maxey, Poole et Brunson parce que ils ont déjà pas mal de contrats max. Et tu performes en playoff, t'es jeune. J'attends de voir parce que ça va être super intéressant de voir s'ils font partie du projet, s'ils acceptent des extensions un peu moins onéreuses parce que c'est 3 joueurs dominants sur ce premier tour. Hein. À Maxey, voir si c'est pas le contexte des matchs. Toujours, mais Poole est dominant. Poole est c'est... dominant, Brunson l'est, Oui. Maxey, tu vois, le match 4 de Maxey, il est Mais Maxey pas... et sophomore, les deux autres sont des Ouais. quatrième années. Donc, bon. Juste rappelons que on est du coup en 2022 et des personnes continuent de penser que Stephen Curry est un joueur ordinaire. Ah oui, il sort du banc. Ah oui, il sort du banc, évidemment. Non mais c'est excellent début de playoff pour Stephen Curry et je trouve ça toujours intéressant de le voir à ce niveau. Moi, je vous dis, j'ai fait mon petit brouillon DH20 il y a 10 jours. Maintenant, ma tradition, c'est avant les playoffs. Et ensuite, et c'est très intéressant ce qui se passe cette année. Moi, ma petite carte blanche, on est en playoff. Les dernières possessions, les gars. Les coachs, les joueurs, réveillez-vous. Hein. La dernière possession du Heat contre Miami, bien sûr. Du Heat contre les Hawks. Tu te retrouves avec un espèce de pull-up déséquilibré de Jimmy Butler. Alléluia, nul. Les dernières possessions des Mavs contre le Jazz. Je ne pense pas que Dwight Powell, ça soit une mauvaise chose qui se retrouve sur la ligne. C'est malheureux qu'il en rate 2. C'est pas normal que tu prennes 6 secondes pour donner la balle à Luka Doncic après. J'ai vu beaucoup de matchs où les dernières possessions, je les ai trouvées mal gérées. Nets Celtics, hein. Aussi. Enfin, bizarrement, c'est les matchs où il n'y a pas eu de temps mort appelé qui ont été les mieux gérés. Les Celtics, les Hawks. Ouais. Lunaire. Enfin, genre, dans des séries où ça se joue à si peu, que ça soit mal géré à ce point-là, ça me laisse pas en toi, vraiment. Il y a aussi les Sixers avec la séquence qui rate et qui partent en prolongation. Même la séquence d'après, c'est parce que c'est Embiid et que là il réussit, mais il n'y a pas d'inventivité. C'est un peu gênant. Après, à voir s'il n'y a pas une question, là j'extrapole, mais aussi d'ego, parce que je suis pas sûr qu'à la place de Spoelstra, je donne le ballon à Butler sur le dernier drive. Tu vois, il y a des choses comme ça. Pourquoi Luka doit absolument avoir le ballon? Si c'est ça, tu peux faire un système où tu le mets loin du ballon. Bon, après, le mec marche sur le long. Certains Scottie Pippen l'avaient mal pris quand Tony Kukoc a eu un tir de la gagne. Bref, il faut savoir gérer les égos. En tout cas, c'était bien dans un format un peu plus classique que la semaine qu'il y a quelques jours. C'était pas exactement la semaine dernière. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur ce format plutôt positivement, donc on vous remercie. C'était un risque et on apprécie que vous ayez tout simplement apprécié, cette prise de risque, sachant qu'en plus, je l'ai rappelé sur Twitter, mais pour l'anecdote, j'ai dû pitcher ça à la NBA. Donc, dites-vous que vous l'avez juste entendu. Les autres, ils ont participé. Moi, j'ai dû vendre ça à 2 représentants de la NBA, parce en ce moment, on est partenaire du League Pass. Donc, dites-vous que c'est un format vraiment, j'ai cru en l'idée d'Adrien. J'ai été animé par cette idée. Du coup, petit rappel avant de clore cet épisode, le concours, on vous fait gagner un maillot NBA. Comment faire? Je vous le rappelle, vous nous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ou 5 étoiles sur Spotify, ou 5 étoiles sur l'application de podcast où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre un commentaire sur YouTube. Nous,
On collectera tout ça, on tirera au sort et puis on contactera le gagnant pour lui faire gagner un maillot NBA. N'hésitez pas non plus à vous abonner au League Pass en passant par notre petit lien. Les gars, on va retourner voir des matchs. C'était dense comme épisode là. Il y avait beaucoup de choses à dire la première semaine des playoffs. C'est toujours comme ça. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans une semaine avec déjà des éliminés. Certaines équipes, on fera peut-être le post-mortem de certaines équipes. On aime bien le faire. Mais si on a bien entamé la partie sur le Jazz et les Nets. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Tchuss. Salut.